Voilà, excusez-nous encore pour ce retard d'une vingtaine de minutes, mais nous étions dans l'hémicycle pour un vote en scrutin public solennel. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation pour participer donc à cette audition de notre commission d'enquête. Donc, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Franck Lacroix. Vous occupez ces fonctions qui est directeur général adjoint d'Engie, et vous occupez vos fonctions auprès de Catherine MacGregor depuis le mois de février 2023. Et vous êtes également membre du comité exécutif du groupe. Avant de rejoindre Engie, vous avez exercé de nombreuses fonctions dans l'énergie et les services, notamment chez Dalkia, EDF, mais aussi à la SNCF et chez Elior. Madame Florence Fouquet, en votre qualité de directrice des marchés particuliers d'Engie. Donc, en tant qu'ingénieur de mine, vous avez développé une première partie de carrière au sein du ministère de l'Économie et des Finances dans le domaine de l'énergie. Puis, chez Engie, vous avez été en charge des clients professionnels, puis à partir de 2018 des clients particuliers, soit 5,5 millions de clients et 8 millions de contrats de services. Engie est l'un des principaux acteurs de l'énergie en France et de plus en plus à l'étranger. Historiquement acteur du gaz, l'entreprise se diversifie vers d'autres sources d'énergie. Engie est aussi fournisseur direct des particuliers et a développé à ce titre une branche de service qui est labellisée RGE. C'est à ces différents titres que nous vous auditionnons aujourd'hui. En premier lieu, nous voudrions savoir quelle est la vision d'Engie sur la trajectoire de décarbonation et sur la sortie des énergies fossiles. N'est-ce qu'un chemin vers l'électrification des usages? Cette trajectoire est-elle soutenable et à quelles conditions? Plus particulièrement dans le logement, notamment sous pression européenne, il semble que la décarbonation prenne le pas sur l'isolation et sur la sobriété. Est-ce une bonne chose? Le tout pompe à chaleur sans isolation ne va-t-il pas entraîner des déconvenues pour les ménages, pour la gestion du réseau électrique, mais aussi pour la planète, avec comme effet secondaire le développement de la climatisation? Acteur central de l'énergie, Engie est donc aussi un des principaux obligés en matière de certificat d'économie d'énergie. Nous voudrions savoir quelle est votre vision du dispositif. Est-il suffisamment cohérent et suffisamment articulé avec les autres aides? Les délégataires et les opérateurs qui réalisent les travaux sont-ils suffisamment contrôlés? Peut-on simplifier et unifier tout cela? Enfin, comment lutter contre une fraude qui, sans être générale, est tout de même très répandue? Je voudrais enfin que vous nous présentiez le volet service aux particuliers qu'Engie a développé pour favoriser la rénovation énergétique. Quel est votre retour d'expérience à ce sujet? Comment peut-on amener les ménages vers la rénovation globale de leurs biens? Quel regard porte Engie sur Mon Accompagnateur Rénove? Enfin, je l'ai dit, Engie est labellisé RGE. Quelle est votre vision de ce label et comment pourrait-il évoluer pour apporter plus de garanties aux ménages et concerner un plus grand nombre d'entreprises, notamment artisanales? Voilà, avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions, qui sont déjà bien complètes et qui font un tour d'horizon assez large du sujet, il me revient de vous indiquer que notre audition est diffusée en direct et en différé sur le site Internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc, Madame, Monsieur, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci, Monsieur le Directeur général. Je le jure.
Merci, Madame la directrice. Donc, je vous laisse la parole pour répondre déjà à ces quelques questions et ensuite, Monsieur le rapporteur et les membres de la commission, il y en a déjà un qui est présent et si d'autres nous rejoignent, pourront également vous poser un certain nombre de questions complémentaires. Voilà. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Messieurs les sénateurs. Je voudrais d'abord vous remercier de nous donner l'opportunité d'intervenir sur ce sujet très important de la rénovation énergétique des bâtiments, dans lequel Engie, vous l'avez dit, intervient au fond bien au-delà de son rôle historique de fournisseur et distributeur de gaz en France. Engie a centré son rôle, en fait, sa stratégie, je dirais même, sur la transition énergétique, avec en particulier depuis 2020, une raison d'être qui est inscrite dans ses statuts et qui se résume à inviter chacun des membres de ce groupe à agir pour accélérer la transition énergétique vers une économie neutre en carbone. Notre trajectoire propre à Engie, c'est d'atteindre cette neutralité carbone sur les 3 scopes à horizon 2045, un peu en avance par rapport au rendez-vous, je dirais, plus traditionnel de 2050. Nous intervenons en France naturellement, mais aussi dans à peu près 30 pays, et nous le faisons dans le cadre d'une démarche intégrée que je trouve au fond très originale compte tenu de mon histoire dans le monde des services et de l'énergie en général. Je n'ai pas vu ça ailleurs. Une démarche donc intégrée qui aborde au fond la mutation du système énergétique par 3 aspects. Le premier, c'est d'abord la production d'énergie renouvelable, solaire, éolien, offshore, onshore, etc., sur lequel nous, production d'énergie renouvelable, nous investissons très fortement pour passer à l'échelle du groupe d'une puissance actuelle de 38 gigawatts pour atteindre 80 gigawatts à horizon de 2030. Nous intervenons ensuite sur un deuxième aspect qui est en fait la transformation des infrastructures de transport, de distribution et aussi celles qui vont contribuer à la flexibilité indispensable du système énergétique, qui est un sujet qui devient de plus en plus important parce que le système énergétique, vous l'avez dit également, aura une tendance à devenir de plus en plus électrique. Et on connaît la difficulté de l'électricité qui nécessite un équilibre permanent entre, au fond, la production et la consommation. L'électricité ne se stocke pas. Nous avons sur ce sujet-là d'ailleurs une conviction qui est que la résilience du système, elle passe en fait par l'alliance de la molécule et de l'électron. La molécule de gaz, bien sûr, qui a aussi vocation à se décarboner avec le biométhane aujourd'hui, l'hydrogène peut-être un peu plus tard, mais on commence à y travailler très très sérieusement d'ailleurs. Donc cette molécule de gaz, elle permet d'offrir à ce système qui est de plus en plus, au fond, complexe, interconnecté, la flexibilité et la fiabilité qui est indispensable à son fonctionnement. Il ne s'agit pas seulement de décarboner quelque chose, il s'agit d'avoir un système qui soit fiable pour qu'on puisse vivre et produire en toute sécurité. Et puis le troisième volet de notre intervention, ce sont en fait les infrastructures et les équipements énergétiques des consommateurs pour les aider en fait à les décarboner. Et dans ce cadre, et je crois que c'est très important par rapport au sujet du jour, dans ce cadre, nous agissons en fait sur 3 leviers qui sont distincts et complémentaires. D'abord, l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, ça revient en fait aux bornes d'un système énergétique à en réduire les pertes et à améliorer donc les rendements des équipements énergétiques, tout en délivrant, bien sûr, l'énergie et les services associés qui sont en général et en grande majorité le chauffage, l'eau chaude et la climatisation, avec un niveau de qualité de confort qui soit conforme aux attentes des occupants du bâtiment. Et on sait qu'ils sont divers, les attentes comme les occupants d'ailleurs. Donc l'efficacité énergétique, le deuxième volet qui est distinct du premier, c'est la sobriété énergétique. Et ça consiste au fond, si on veut faire simple, à supprimer le gaspillage. Par exemple, ne pas chauffer un bâtiment inoccupé,
par exemple, un sujet qui est très important, qui est les usages intermittents d'un bâtiment, les équipements, les écoles, des choses comme ça, où là, il y a vraiment des leviers importants. Mais ça peut être aussi, toujours dans la sobriété, de modifier peut-être un peu les pratiques des occupants. Par exemple, accepter que les boucles d'eau chaude sanitaire se fassent sans préchauffage. Vous connaissez le principe. Dans beaucoup d'installations historiques, il y avait une boucle qui circulait dans tout un bâtiment pour que l'eau, dès qu'on ouvre un robinet chaud, sorte chaude. Eh bien, aujourd'hui, c'est discuté. Ça représente des consommations pas négligeables, alors de 5% d'un bâtiment, on va dire, pour faire simple. Eh bien, si on n'a pas cette boucle d'eau chaude, l'eau, elle arrive un peu tiède, et puis elle arrive chaude un peu plus tard. C'est peut-être pas aussi grave au fond. Donc, ça aussi, c'est qu'on pourrait assimiler ça, je dirais, à du gaspillage. Et puis après, toujours dans la sobriété, il peut y avoir aussi des changements de pratiques, là, qui peut-être fassent évoluer nos critères de confort. Par exemple, baisser d'un degré la température. Et on sait que, alors que la loi dit que les bâtiments doivent être chauffés à 19 degrés, on sait bien que la pratique est sans doute différente. L'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, et le troisième volet de notre action, c'est le recours prioritaire, bien sûr, aux énergies renouvelables. Donc, on est intéressé au moins à deux titres par la rénovation énergétique des bâtiments. D'abord, en tant qu'acteur de cette transformation sur la partie des systèmes énergétiques que je viens de citer, qui est une activité en tant que telle et qui d'ailleurs existe depuis longtemps en fait. Et on est également concerné par notre rôle de fournisseur d'énergie, puisque nous sommes, au titre des certificats d'économie d'énergie, obligés par ce dispositif. C'est une obligation pour nous qui pèse à peu près 500 millions d'euros par an pour Engie, dans l'actuelle phase des certificats d'économie d'énergie. Alors, ensuite, en 2020, les bâtiments résidentiels et tertiaires, ça représentait 47% de la consommation d'énergie et 23% des émissions de gaz à effet de serre. Donc la rénovation énergétique de ces bâtiments, c'est bien sûr un pilier fondamental dans l'atteinte des objectifs de décarbonation de la France. Il est donc évidemment plus que légitime de s'interroger sur les dispositifs d'accompagnement de ces démarches de rénovation. Pour nous, vu d'un énergéticien, le bâtiment est une notion qui est très large en fait et qui regroupe des réalités très différentes. Pour nous, on l'aborde à partir de la configuration des équipements énergétiques, pour l'essentiel qui sont, je vous l'avais dit, consacrés pour le chauffage, l'eau chaude et la climatisation. Il y a d'un côté les bâtiments avec des installations énergétiques collectives, et donc c'est tout le bâtiment tertiaire, public ou privé, mais c'est aussi l'habitat collectif avec des installations énergétiques collectives, que ce soit dans le monde social ou dans le monde privé. Cet ensemble-là, ça représente 45% des consommations d'énergie. Et puis il y a tout le reste, donc des bâtiments, des maisons individuelles ou des bâtiments collectifs avec des équipements à l'intérieur individuels. Et ça représente le complément. Pour ce qui est de la partie collective, en fait, chez Engie, c'est géré à travers ce qu'on appelle Engie Solutions, que je dirige, avec une orientation qui est aujourd'hui très forte, donnée sur les économies d'énergie, sur la durée, à travers ce qu'on appelle des contrats de performance énergétique, et j'y reviendrai. Donc, sur la deuxième partie, ils sont adressés en fait par Florence Fouquet, dont la mission est bien sûr d'abord de vendre de l'électricité aux particuliers ou du gaz, mais aussi des services associés et en particulier donc toute la gestion de la réduction, enfin des équipements d'accompagnement, on va dire, sur la performance énergétique, pour en particulier les certificats d'économie d'énergie, mais pas seulement. Et donc en fait les approches entre ces deux grandes catégories de bâtiments au sein d'Engie sont très différentes. Pour une raison toute simple, c'est qu'elles s'adressent à des écosystèmes qui sont très différents. D'un côté, au fond, dans le collectif, ce qu'on appelle de B2B, et ce n'est pas la même chose que de l'autre côté sur l'individuel où on est dans le monde du B2C. Alors peut-être, je voudrais juste, avant de revenir à quelques suggestions très concrètes sur votre question, peut-être, je dirais, reposer le sujet dans le contexte énergétique global. Et vous m'y invitiez d'ailleurs dans votre propos. Au moment où, en fait, vous le savez, le calendrier se précise là sur la programmation énergétique française.
il est évident que la rénovation énergétique du bâtiment doit s'intégrer dans une vision générale du système énergétique, c'est sa trajectoire, qui combine la réduction de l'intensité énergétique et le choix des vecteurs énergétiques les plus appropriés. Et moi, je voudrais insister là-dessus sur 3 points. D'abord, sur l'intensité énergétique. Bon, le contexte géopolitique qui a créé beaucoup de malheurs, de souffrances et de difficultés, on le sait, a eu quand même pour conséquence de mobiliser tout le monde sur les efforts de sobriété énergétique. Ce sujet, qui d'habitude est très impopulaire, s'est révélé extrêmement efficace. Et nous avons constaté, au cours de l'année qui s'est écoulée, en fait, une baisse entre 7 et 10% sur l'ensemble des bâtiments que nous gérons. C'est, je trouve, extrêmement significatif. Et nous pensons que nous pouvons poursuivre et même accentuer les progrès dans ce domaine. C'est un sujet donc qui nous semble absolument prioritaire. Deuxièmement, sur les vecteurs énergétiques, bon, on a devant nous, on le sait, une croissance programmée des besoins en électricité, et le bâtiment y prendra clairement sa part. Pour répondre à cette tendance, eh bien, on a bien sûr un outil précieux avec le parc nucléaire qui existe, mais on sait que même rafraîchi, il va vieillir, et donc il est crucial à nos yeux d'accompagner cette transition avec un développement massif des renouvelables sur la production électrique. Je pense que l'application de la loi accélération des énergies renouvelables est à cet égard très important. Comme il est tout autant crucial de veiller à la résilience de notre système énergétique. C'est un point clé, j'y insiste, pour en arriver sur mon 3e point, en disant que compte tenu de l'ambition très forte posée par les textes européens, 42% d'énergie renouvelable en 2030, 55% de gaz à effet de serre de moins en 2030, bon, ça suppose d'utiliser en complément de l'électricité d'autres énergies, les gaz verts et décarbonés, en particulier le biométhane et plus tard l'hydrogène, mais aussi, et on l'oublie trop souvent, la chaleur et le froid renouvelables, qui sont d'ailleurs très souvent issus de ressources énergétiques du territoire, avec la biomasse, la géothermie, la récupération de chaleur fatale sur les sites industriels du territoire, et qui, j'ajoute, permettent aussi de déployer des solutions à haute performance énergétique. Les réseaux de chaleur, notamment, ce n'est pas seulement un outil pour utiliser du renouvelable, mais c'est un outil qui combine le renouvelable et l'efficacité d'un système de production d'énergie. Et puis, peut-être pour terminer sur ce propos un peu générique, je voudrais illustrer la nécessité d'une vision systémique en prenant l'exemple des chaudières à gaz. Je pense que je ne vous surprendrai pas en évoquant ce thème. On entend un peu ici ou là l'idée d'interdire les chaudières à gaz dans les bâtiments et dans les logements. Bon, je ne vais même pas évoquer la question, la dimension sociale d'une telle mesure, bien sûr, mais simplement, si l'on fait ça, ça veut dire qu'il faut ajouter 20 gigawatts de pointes électriques d'ici 2035, c'est-à-dire 13 EPR. Bon. Je n'insiste pas non plus sur la dépendance massive à l'Asie si on faisait ça, puisque l'Asie est le leader de la production des pompes à chaleur à ce stade. Bon, on voit bien que sur cet exemple précis, ça ne tient pas la route, pour le dire trivialement. Et nous, notre préconisation, elle est d'une autre nature. Elle consiste bien sûr à améliorer la performance énergétique pour ceux qui sont dotés de ces chaudières à gaz. Il y en a à peu près 3 millions qui, d'ici 2030, seront vétustes et qu'il faudra changer. Notre préconisation, c'est pour la moitié, et notamment dans le collectif, de les remplacer par des chaudières à très haute performance énergétique, qui d'ailleurs dégagent une économie de l'ordre de 30% par rapport aux consommations précédentes, et pour l'autre moitié, 1,5 million de chaudières, par des pompes à chaleur hybrides. La pompe à chaleur hybride, c'est celle qui permet de combiner l'usage électrique avec une pompe à chaleur classique, je dirais, et l'usage de la combustion du gaz, singulièrement lorsque la pompe à chaleur ne marche pas, au fond, c'est-à-dire dans les périodes de pointe importantes. Et puis, puisque dans ce scénario-là,
Ça veut dire qu'on continue à utiliser du gaz. Notre préconisation, c'est d'allouer le biogaz, dont on pense qu'il faut d'ailleurs poursuivre le développement, aux bâtiments, ce qui permettrait donc de décarboner cette partie des chaudières qui demeurerait et de prendre en compte dans le DPE la valeur des émissions de gaz, du biogaz, pour ne pas pénaliser la valeur patrimoniale des propriétaires qui auraient fait ce choix de cette énergie verte. Alors maintenant, de manière encore, pour terminer mon propos, des éléments très concrets là, sur le sujet du jour. Il y a bien sûr des moyens financiers très importants qui sont alloués à la rénovation énergétique des bâtiments. Je crois que notre représentant de la DGEC hier citait une liste qui, si j'en ai fait la somme rapidement, doit être à peu près autour de 10 milliards d'euros par an quand même. Hein. Donc c'est tout à fait considérable. Et face à ça, nous, on a deux constats majeurs. Le premier constat, c'est un problème d'efficacité, parce que même si tous les acteurs soulignent au fond certains progrès, ils s'entendent à peu près tous pour constater que la nature des aides et leur efficacité relative ne permet pas en fait de réduire la consommation finale d'énergie dans les volumes escomptés. Il faut donc changer de rythme, c'est très clair pour tout le monde. Puis un deuxième sujet qui nous est apparu, c'est au fond le problème de fraude, d'éco-délinquance, qui vient perturber au fond le bon fonctionnement des dispositifs en place et qui malheureusement trop souvent, pensons-nous, incite à une modification régulière des textes et des dispositifs. Et donc dans ce contexte-là, j'en viens à quelques suggestions. La première, c'est qu'il nous paraît absolument indispensable d'assurer une stabilité et une prévisibilité à plusieurs années des dispositifs. Vous savez, la rénovation et l'énergie, c'est une affaire de temps long. On peut le regretter, mais c'est comme ça. C'est long, tant d'ailleurs pour les décisions que pour la mise en œuvre. Et d'ailleurs pour le temps de retour, au fond. Donc, il faut du temps, de la visibilité, de la stabilité que nous n'avons pas aujourd'hui pour que l'ensemble des acteurs, évidemment, puissent sereinement décliner les programmes de réalisation. Ensuite, nous pensons que le traitement de l'éco-délinquance, qui est évidemment nécessaire, doit se faire donc sans modifier de manière intempestive les dispositifs. Alors, bon, comment je dirais ne pas sacrifier l'essentiel au traitement de l'éco-délinquance. Je dirais mettre les moyens à hauteur du problème, traiter les sujets à la source avec probablement plus de vigueur par la DGCCRF, par la gendarmerie, avec des croisements de fichiers peut-être plus importants entre les acteurs privés et publics, avec des sanctions réelles, mais sans arrêter la dynamique de rénovation. C'est ça que nous pensons. Et puis enfin, comme beaucoup, on ne souhaite pas opposer la baisse de la consommation d'énergie et le verdissement de l'énergie utilisée, in fine, mais bien de les combiner de manière positive. Et ici aussi, on vous propose quelques suggestions, d'abord pour baisser les consommations. Sur la question de la rénovation par geste ou la rénovation globale, on considère que si bien sûr la rénovation globale est souhaitable, en pratique elle est très complexe parce qu'elle présente des freins psychologiques, logistiques, financiers, que ce soit d'ailleurs dans le collectif comme dans l'individuel. Et donc nous suggérons d'une part d'inciter le déploiement de bouquets de solutions plutôt que le geste unique ou le truc global. Au fond, c'est une espèce de situation un peu intermédiaire, intelligente, des bouquets plus efficaces que des gestes isolés, et ensuite, d'autre part, d'inciter, au-delà de ça, à un parcours de rénovation dans le temps, avec, pour les installations individuelles, un bonus incitatif à engager un nouveau geste de rénovation, par exemple, dans les 2 à 3 ans suivant le précédent. Et puis, dans les installations collectives, un mécanisme en fait identique, mais sur une probablement plus longue période, tout simplement pour prendre en compte le processus décisionnel dans les copropriétés en particulier, qui est singulièrement plus long, évidemment, et on le regrette d'ailleurs, que dans les parties individuelles. Ensuite, quelque chose qui nous a frappé, c'est que l'ADEME a évalué que les économies d'énergie générées réellement par le dispositif des certificats d'économie d'énergie représentent moins de la moitié des économies d'énergie théoriques comptabilisées par le dispositif.
On a lu ça quelque part. Et donc, ce que nous suggérons, dans le secteur du tertiaire et du résidentiel avec chauffage collectif, une incitation très forte, pour ne pas dire plus, à déployer les contrats de performance énergétique. Vous savez, ce sont des contrats en fait, qui garantissent les économies annoncées dans la durée. Ça peut se faire en bonifiant de manière très forte les actions de rénovation qui sont couvertes par ces garanties de contrats de performance énergétique. Contrat de performance énergétique, d'ailleurs, qu'assurent aujourd'hui toutes les sociétés de services en efficacité énergétique, qui adhèrent à la FEDEN en particulier. Je crois que vous avez additionné son président. Donc, ces sociétés, elles s'engagent sur un niveau de performance, c'est très simple en fait. Vous consommez 100, on fait un certain nombre d'actions qui vous amènent à espérer 60, vous ne les espérez plus, vous les avez, puisque les sociétés en question s'engagent. Et si vous consommez 70 et non pas 60, eh bien les 10 en plus sont pris en charge financièrement par la société qui s'y était engagée. Enfin, sur les bâtiments collectifs, on constate que le dispositif MaPrimeRénov' est au fond très peu développé, très peu déployé. Il représente, je crois, 5% des fonds alloués. Nous suggérons de les renforcer sur cette cible, en particulier sur les copropriétés, pour adapter le taux et l'assiette par logement pour en renforcer sa pertinence, probablement à hauteur, pour commencer, de l'ordre de 300 millions d'euros sur les copropriétés. Enfin, et pour terminer, sur le verdissement de la chaleur, qui se combine à ce que je viens de dire, il est clair que le dispositif du fonds de chaleur qui existe a montré son extraordinaire efficacité, et à tel point qu'aujourd'hui, il est saturé en vérité. Et donc, il faut impérativement, pour nous, augmenter la dotation à ce fonds pour que les projets puissent se réaliser. Aujourd'hui, la dotation de 2023, elle est consommée, alors qu'on a un peu plus de 30, je crois, 32 projets exactement de réseaux de chaleur nouveaux qui sont encore dans la file d'attente. C'est des gros projets, mais c'est des projets fondamentaux pour les bâtiments qui y sont raccordés, parce que, en fait, c'est un dispositif pas seulement pour accéder à de l'énergie renouvelable, je le redis, mais aussi pour disposer d'un système d'efficacité énergétique partagé. L'idée, c'est assez simple, au fond, c'est plutôt que d'avoir dans chacun des immeubles une installation par immeuble, c'est d'en avoir peut-être, de mettre en commun sur des centaines d'immeubles des installations de production et de transformation d'énergie, et ça fait des économies tout à fait spectaculaires. Voilà, c'est au-delà d'ailleurs de ce renforcement du fonds de chaleur, vous savez qu'il y a un plan que la FEDEN soutient, qui est le plan Marshall, qui consiste en fait à atteindre non pas 40%, on va dire, d'énergie renouvelable dans la chaleur, mais 54% à horizon 2030. Pour ça, il faut renforcer, encore une fois, ce fonds de chaleur en faisant un développement très très accentué de la géothermie, des pompes à chaleur, du solaire, du biogaz, de la biomasse et de la chaleur fatale issue des sites industriels environnants. Voilà pour les messages principaux que je souhaitais partager avec vous, mais sur d'autres sujets, mais je crois qu'on y répondra avec vos questions. Écoutez, effectivement, je peux peut-être faire un point sur le marché des particuliers. Donc, sur le marché des particuliers, beaucoup d'éléments qui ont été partagés par Franck Lacroix sont partageables et sont partagés, notamment la question, finalement, dans tout ce qui existe, du manque de stabilité et de visibilité, avec des changements très fréquents dans les dispositifs d'aide. Et puis, effectivement, la complexité. Donc, ça change beaucoup, mais c'est également très complexe. Et c'est vrai que pour les particuliers, ce sujet-là est encore plus difficile, puisque, effectivement, ce ne sont pas des spécialistes de l'énergie. Et donc, aujourd'hui, il y a plusieurs types d'aides qui existent. Donc, ça, c'est très bien. Mais pour eux, c'est difficile à comprendre entre ce qui peut exister du côté des C2E, ce qui peut exister du côté de MaPrimeRénov'. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un grand point de difficulté.
Ça peut expliquer la situation actuelle qu'on observe sur tout ce qui concerne la rénovation énergétique chez les particuliers actuellement. On ressent beaucoup d'attentisme. Les clients qui prennent contact avec nous ne savent plus trop, en fait. Ils nous disent, ben voilà, on nous dit en fait que la chaudière c'est fini, qu'il y aura peut-être des interdictions, donc on hésite finalement à changer notre raison chaîne chaudière, et en même temps commence à entendre qu'il y a beaucoup de contrefaçons sur la pompe à chaleur, et peut-être que les aides elles vont être arrêtées, et donc on observe à la fois une forte décroissance de rénovation qui pourrait être faite sur des chaudières dans du collectif où la pompe à chaleur ne passe pas, et puis des particuliers qui attendent sur la pompe à chaleur avec des niveaux d'investissement qui peuvent rester très élevés. Donc vraiment un gros problème de stabilité, de visibilité et de complexité sur les aides. Et typiquement, ce qu'on souhaiterait proposer sur les aides, c'est pourquoi pas d'essayer de réfléchir avec l'ensemble des parties prenantes sur des dispositifs, peut-être un dispositif de guichet unique, où finalement le particulier n'ait qu'une seule demande à faire pour qu'il sache finalement toutes les aides dont il peut bénéficier, et ensuite peut-être réfléchir à des systèmes, alors j'ouvre les guillemets, mais de tiers payants, où le particulier finalement ne déboursera que la somme qui lui revient à charge après prise en compte des différentes aides. Et aujourd'hui, il y a certaines entreprises, Engie le fait au travers de ses filiales, il y a certaines entreprises qui font ça, mais ça reste limité, et la plupart des particuliers sont seuls face à cette complexité. Un élément aussi qui est très important, effectivement, et qui, Franck en a parlé sur l'aspect éco-délinquance. C'est vrai que cette éco-délinquance, elle a beaucoup été générée par des dispositifs d'aide à 1 euro. Et donc ça, il y a probablement un gros retour d'expérience à faire en se disant qu'il faut déterminer le juste milieu des aides. Quand on est trop agressif sur les aides, c'est un boulevard pour un certain nombre de sociétés éco-délinquantes. Quand à contrario, on n'en met pas assez, ça arrête immédiatement les interventions. On a vraiment des stop and go en permanence. Et finalement, ceux qui en pâtissent le plus de ces arrêts sur les offres à 1 euro, c'est plus les entreprises qui sont sérieuses, qui ont essayé de développer des offres, de former effectivement leurs intervenants, leurs conseillers, leurs techniciens, alors que les éco-délinquants vont surfer d'une offre à 1 euro à une autre offre à 1 euro. Donc l'idéal, ça serait pour tout ce qui concerne la détermination des nouveaux dispositifs, de pouvoir faire des études d'impact et de bien se poser la question de finalement c'est quoi le bon prix, c'est quoi le bon niveau du reste à charge pour être dans quelque chose qui est équilibré et vertueux. Et ça serait une vraie amélioration du dispositif, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas d'études d'impact dans les concertations qui sont menées au moment de la réflexion sur les dispositifs d'aide. Et puis le dernier point peut-être que je peux souligner sur les particuliers, ça a déjà été souligné par Franck Lacroix, c'est la problématique effectivement aussi du rythme de la rénovation. On pense probablement qu'il faut un peu tous les systèmes sur des clients particuliers. Quand on est habitant dans une maison ou dans un appartement, un geste de rénovation isolé peut être parfois très facile, très rapide à faire, et amener beaucoup de réduction de consommation. Je le redis, une chaudière très haute performance énergétique, c'est 30% de consommation de moins, donc d'émissions de moins de CO2, etc. En revanche, faire une rénovation globale, quand on est habitant dans un logement, quand on est une famille ou quand on est un couple de personnes âgées, ça peut être très compliqué. Donc effectivement, ça serait bien de pouvoir raisonner sur un bouquet de solutions, partant de l'acte isolé jusqu'à l'acte global, en passant par des bouquets. Et effectivement, comme ce qui a été dit précédemment, de pouvoir inciter les particuliers qui ont envie de s'engager dans une démarche par étapes. Merci beaucoup. Donc je vais sans plus tarder laisser la parole au rapporteur. Merci Madame la Présidente, merci pour vos interventions et vos précisions. Moi j'avais plusieurs réflexions et puis un certain nombre de questions. C'est vrai que vous avez, ce que je trouve déjà intéressant, c'est qu'en tant que vendeur d'électricité, puisque c'est le fait que justement vous mettiez en alerte sur le fait du tout électrique en fait. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça rejoint un certain nombre d'auditions qu'on ait pu faire sur le fait d'aborder justement cette question de la rénovation énergétique. C'est vrai qu'il peut y avoir
un axe assez, je dirais, simple, en se disant on décarbone, donc on passe tout en électrique, et puis le tour est joué, et on a réglé le problème, quoi. On voit que ça c'est pas si simple que ça, et que ça pose quelques problèmes, et puis en plus, on règle pas la question du confort, la question de la réduction du coût de l'énergie, et du coût de l'électricité. Donc on a bien le besoin d'agir sur les deux tableaux, à la fois sur la sobriété, donc la limitation des déperditions, et puis ensuite sur le système de chauffage, et de plutôt avoir une diversification sur le système de chauffage en fonction je dirais même des localités, de là où il existe, quoi. Et je pense que sur les réseaux de chaleur, c'est particulièrement important. Donc ça, c'était plus une réflexion. Après, sur ce que vous dites, je pense que il y a un autre aspect aussi qu'on a beaucoup entendu sur, on va dire, entre rénovation par geste et rénovation globale, et on va dire un peu l'intermédiaire qui est plutôt sur le parcours et notamment aussi sur des bouquets d'interventions qui peuvent permettre justement à avoir une visibilité sur les types d'interventions qu'il faudrait faire et dans quel sens on fait ces interventions, et peut-être n'en faire qu'une, mais en tout cas de savoir que voilà, par laquelle je commence, et d'avoir cette visibilité sur d'autres types d'interventions. C'est vrai que je regardais vous parlez de guichet unique en tout cas, et d'avoir justement tout cet accompagnement. Je regardais votre site internet, quand on va, et vous n'êtes pas les seuls, mais je trouve que on a une multiplication en fait de sites, et c'est vrai que quelqu'un qui connaît pas va aller taper soit MaPrimeRénov', soit voilà, c'est ce que j'ai fait, du coup Engie MaPrimeRénov', et on tombe dessus. Et du coup, c'est vrai que on a quand même à chaque fois une orientation quand même sur du geste simple. Je trouve que la manière dont les choses sont présentées, c'est quand même, oui, plutôt aller vers du changement de chaudière ou changement de menuiserie, mais aller vers des choses comme ça assez simples. Et c'est vrai qu'il manque peut-être tout cet aspect de renvoyer, en tout cas justement peut-être sur une plateforme commune, d'accompagnement en fait, pour qu'il y ait un accompagnement qui soit peut-être indépendant, en tout cas qui permette justement de faire ce que vous parliez, de ce passeport, en tout cas ce bouquet, et ensuite, après l'utilisateur ira chez Engie ou chez quelqu'un d'autre. Après voilà. Du coup, je voulais avoir votre avis par rapport à ça, parce que j'ai l'impression aussi qu'en termes de lisibilité, la multiplication en fait de ces acteurs n'aide pas en tout cas à cette lisibilité. Sur aussi le lien entre MaPrimeRénov' et puis les C2E, c'est vrai que de la même manière, en termes de lisibilité, on a des moyens très différents de financement, avec des politiques aussi assez différentes. Vous avez parlé des combles à 1 euro, etc., qui étaient parfois d'ailleurs en contradiction avec ce qui pouvait se faire sur MaPrimeRénov' ou sur les demandes. Et donc on réfléchit plutôt à savoir comment, on va pas dire, c'est pas fusionner les deux, mais en tout cas d'avoir en tout cas une approche un peu plus semblable sur l'ensemble de ces dispositifs. Et est-ce que du coup c'est des choses que vous avez réfléchi, en tout cas est-ce que vous avez des éléments sur cet aspect-là? Vous avez également parlé du contrat de performance énergétique, qui est aussi, je trouve intéressant. Ma seule question était de savoir comment, parce que c'est vrai qu'avec les outils, que ça soit Linky, Gaspard, etc., on peut vérifier et contrôler en tout cas l'utilisation et la consommation électrique à un moment et après rénovation. Il y a quand même toute la question de l'usage. Et donc comment on intègre cette question de l'usage, et on sait en plus que quand on passe du passoire thermique à un bâtiment un peu mieux isolé, on peut avoir une consommation qui peut même monter parce qu'avant les gens ne se chauffaient pas, ou en tout cas voilà. Donc il y a surtout cet aspect-là, ou utiliser d'autres moyens de chauffage, parce que j'ai vu ça aussi, c'est que la consommation électrique est facile à contrôler, on va dire. Si les gens utilisent, je sais pas, des bains d'huile ou des choses comme ça pendant une période, arrêtent ensuite et passent en électrique, on va avoir une augmentation de la consommation, et donc voilà, qui ne sera pas forcément réelle. Donc comment, en tout cas sur ces contrats de performance qui sont assez adaptés sur le tertiaire et plus faciles en fait à mettre en œuvre, on peut les adapter sur le logement individuel. Et puis peut-être une dernière question sur le RGE, puisque Engie est labellisé RGE. Qu'est-ce que vous pensez sur cette labellisation, peut-être sur son évolution, et sur en fait l'intérêt de la labellisation, et derrière ça peut-être aussi une question sur le contrôle en fait des travaux, parce que c'est vrai qu'on est plutôt sur un axe en disant qu'on a des entreprises qui ont un label
Et donc, on part du principe que les travaux sont bien réalisés puisqu'il y a ce label-là, mais avec très peu de contrôle en fait sur site, et sur du coup l'amélioration de ce contrôle, et peut-être même la bascule sur aller plutôt vers du contrôle sur site, quelle que soit, je dirais, la qualification de l'entreprise. Voilà, merci. Je vais peut-être simplement répondre, et Florence, je pense qu'elle est très interpellée sur les questions des maisons, des logements individuels, ce qui est bien naturel parce que c'est quand même l'essentiel en fait d'ailleurs des questions qui sont posées, parce que c'est là que c'est le plus complexe en vérité. Simplement sur le point que vous évoquiez sur l'alerte autour du tout électrique, et donc face à ça en fait la réalité pragmatique qui consiste à dire il n'y a pas une solution mais il y a un ensemble de solutions. Je pense que la question des réseaux de chaleur, elle est quand même très illustrative, et vous avez raison de le souligner. Parce qu'au fond, la première des priorités qu'on peut avoir avant d'aller utiliser une énergie qui vient de loin, certes, si elle était fabriquée avec des techniques renouvelables, c'est de se dire au fond comment est-ce qu'on peut faire pour être plus efficace là où nous sommes en fait, à proximité de nous. Et c'est le principe même des réseaux de chaleur qui ne se contentent pas de partager, comme je le disais tout à l'heure d'ailleurs, une infrastructure, c'est-à-dire plutôt que d'avoir chacun une petite chaudière, on en a une grosse. C'est très différent. Les réseaux de chaleur, c'est un parcours d'innovation technologique que personne n'a en tête en fait. Quand on a inventé les réseaux de chaleur dans les années 1900, on va dire, début des années 1900, c'était des infrastructures qui fonctionnaient à très haute température, avec de la vapeur d'ailleurs. Et on faisait circuler de la vapeur dans les tuyaux d'eau, et on faisait des échangeurs à très haut niveau, et donc les rendements étaient mauvais. Au fur et à mesure de la première, donc deuxième, troisième et quatrième génération, qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé des solutions pour baisser les niveaux de température de manière spectaculaire, en fait. Et aujourd'hui, ou plutôt demain, je devrais dire, on est en train de réfléchir, et en termes de R&D et d'innovation, je crois que c'est très important, à avoir des infrastructures qui vont limiter, en fait, le recours à la combustion de manière spectaculaire, avec la géothermique, mais avec la géothermie, avec les pompes à chaleur, et aussi la capacité qu'on a en fait à connecter les immeubles les uns entre les autres pour faire en sorte que ceux qui ont besoin de froid au moment où d'autres ont besoin de chaud échangent tout simplement leur énergie entre eux, ces bâtiments. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. On peut d'ailleurs parler aussi d'autres éléments quand on parle de l'autoconsommation des bâtiments, au-delà donc du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, sur la partie électrique. On peut parfaitement, et on le fait d'ailleurs maintenant, installer des équipements de solaire photovoltaïque sur un bâtiment peut-être plus gros que d'autres qui se trouvent autour, et puis faire en sorte que cette consommation, cette énergie qu'on se produit sur un bâtiment puisse naturellement profiter à celui-ci, mais aussi à ceux qui sont à côté. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'autoconsommation collective, qui vient aussi apporter des éléments très intéressants. Donc, au fond, ce que je veux simplement dire, c'est plutôt que de se demander d'abord quel type d'énergie centrale produite avec du transport, de la distribution, etc., on pourrait avoir, c'est comment déjà ensemble on peut être plus intelligent à l'échelle d'un territoire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Et d'ailleurs, sur la question que vous ne m'avez pas posée, mais sur la question du refroidissement en matière à cause du réchauffement de la planète, 4 degrés, bon voilà, on voit bien que la vie en période d'été va devenir compliquée. Eh bien, ces infrastructures collectives permettent aussi de dégager des solutions très intéressantes pour la production du froid. Pour une raison toute simple, c'est que si vous avez des équipements individuels de froid, vous les utilisez avec des taux, puisque vous avez une seule machine à produire du froid en fait, donc elle n'est jamais à 100% de sa capacité, et dans ce genre de machine, si vous l'utilisez à 20%, vous avez un coefficient de performance qui est très mauvais. Mais si vous mettez ça en commun avec tout le monde, alors là vous avez des modules en fait d'installation qui, chaque module fonctionne à 100%. Et donc là vous êtes beaucoup plus efficace, et en addition de ça, vous pouvez, puisque vous êtes en collectif, faire ce qu'on appelle du stockage de froid, et ça marche de manière fulgurante. Donc préparer le monde de demain à avoir des infrastructures énergétiques collectives est quelque chose d'extrêmement précieux et qui répond, je crois, à votre question d'une seule solution, notamment électrique. Alors, sur les questions qui avaient plus trait effectivement aux clients particuliers,
Peut-être ce que je peux répondre, c'est il faut arriver vraiment à faire quelque chose qui puisse être complémentaire entre ce que les pouvoirs publics peuvent apporter et ce que les entreprises du secteur peuvent apporter. Et je pense qu'effectivement, du côté des pouvoirs publics, il y a besoin de simplifier certainement la façon dont les informations sont mises à disposition des particuliers pour vraiment qu'il y ait un endroit où on puisse se renseigner de façon sûre sur les dispositifs d'aide et qui soient labellisés par l'État. Donc ça me paraît important et c'est certainement pas très difficile à concevoir à la période actuelle. Et puis il y a un deuxième sujet qui est finalement l'accompagnement des clients particuliers dans ce moment-là. Et là, il y a encore des choses qui peuvent être jouées par les organismes publics, typiquement par l'ANA, les accompagnateurs Rénov', etc. Et il y a en parallèle ce qui peuvent être apportés par les entreprises. Et c'est vrai que les entreprises de l'énergie, on est considéré par nos clients comme, légitimes dans ce sujet en fait de la rénovation énergétique. C'est le principal sujet sur lequel ils nous considèrent légitimes au-delà de la fourniture d'énergie. On a tous beaucoup de clients. Nous, par exemple, pour vous dire, on a sur le site internet d'Engie environ 5 millions de Français qui, chaque année, viennent sur notre site, le regardent, etc. Et donc, c'est très intéressant, finalement, d'allier les forces entre l'information qui peut être donnée, l'accompagnement qui peut être donné par des établissements publics, par l'État, etc., et ce que peuvent apporter les acteurs du secteur. Et nous, effectivement, on peut apporter aussi de l'accompagnement. On a des conseillers qui sont spécialisés en efficacité énergétique. Et à ce stade, on n'est pas, par exemple, considéré comme pouvant être candidat à accompagnateur Rénov'. Et on trouve que c'est dommage parce qu'effectivement, on a même parfois certains conseillers d'accompagnateur Rénov' qui appellent nos propres conseillers pour pouvoir effectivement bien échanger et checker. Donc, je pense que c'est important de travailler sur des... Pardon ? Parce qu'en fait, les obligés ont été, par principe, effectivement... et c'est pour ça que je disais que je pense que c'est intéressant de travailler dans la complémentarité. Pour reprendre votre proposition sur le guichet unique, je pense que c'est bien que l'État et ses établissements publics puissent s'organiser pour que l'information soit beaucoup plus simple pour les clients particuliers. Puis de l'autre côté, effectivement, il faut aussi qu'on puisse travailler ensemble parce qu'on a beaucoup de clients, parce qu'ils nous font confiance, parce qu'en plus, on a tout intérêt à ce qu'ils soient bien servis pour qu'ils restent chez nous derrière et qu'ils soient fidèles. On n'a pas du tout intérêt à faire de la fraude sur nos clients, typiquement. Donc, on pense que ça serait bien d'aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on est plutôt considéré comme il faut les mettre à côté et il ne faut pas forcément travailler avec eux. Et après, le dernier élément qui me paraît important, au-delà de cet aspect amont, qui est vraiment l'aspect comment on donne de l'information, comment on accompagne, comment on conseille, il y a l'aspect ensuite quand on passe à l'action. Et c'est là où parfois il peut y avoir des difficultés pour les particuliers parce qu'il va falloir qu'ils avancent certaines sommes et ils vont avoir les aides après. Et donc c'est là où on pourrait peut-être réfléchir à un dispositif qui ressemblerait un peu à du tiers payant, où effectivement, une fois que le dossier du client particulier il est validé, il est bon, etc., effectivement qu'il puisse y avoir un système où lui, il n'a déboursé vis-à-vis de l'artisan qui l'accompagne que le montant qu'il doit effectivement payer, et après des systèmes effectivement de flux croisés entre l'État et les acteurs privés. Voilà, ça c'est un peu la vision. Je pense que ça serait vraiment intéressant qu'on y travaille dans le cadre d'une concertation avec la DGEC, avec l'ANA, avec tous les acteurs. Après, il y avait un autre sujet qui était le sujet RGE. Vous m'avez posé la question. Alors, sur le sujet RGE, ce qu'on pense, nous, c'est que c'est une première base. Il a le mérite d'exister, ce label, et ce qui serait idéal, ça serait de le renforcer. Le renforcer à l'amont pour mieux sélectionner les entreprises à qui on donne ce label, ce qui serait aussi quand même un moyen à la source de limiter les éco-délinquants, donc d'être beaucoup plus exigeant sur la façon de donner ce label. Ensuite, quand on a ce label, probablement de pouvoir disposer de formations continues, les techniques évoluent, etc. Donc il y a le sujet de la formation initiale, de la formation continue, et de faire en sorte en fait, qu'il y ait des audits très sérieux qui permettent derrière de retirer ce label lorsqu'il y a un manquement par rapport aux normes qui sont demandées par le label. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que lorsque les organismes donc, qui attribuent le label RGE essaient de l'enlever à certaines entreprises qui n'ont pas été suffisamment scrupuleuses,
ces entreprises peuvent se retourner vers les tribunaux et dans plus de 90% des cas récupèrent leur label. Donc il y a un vrai sujet finalement là-dessus de monter en compétence et de sérieux de qu'est-ce que ça veut dire avoir ce label, comment on peut le retirer. Et ce n'est pas impossible parce qu'on a un exemple dans le secteur de l'énergie, alors qui a été développé il y a des années, c'était pour des raisons de sécurité, hein, pas des raisons d'éco-délinquance, mais on peut faire le parallèle. C'était justement pour les professionnels du gaz naturel. Et ils ont ce qu'on appelle des certificats de conformité qui sont délivrés par un organisme qui s'appelle Habitat+. C'est extrêmement sérieux. Et donc, quand on perd ce label, parce qu'on a eu un audit, on est obligé à toutes les visites d'être accompagnés par un auditeur. Et donc, du coup, les professionnels sont hyper motivés à ne jamais perdre ce label, parce que sinon, en fait, ça devient très, très compliqué. Donc, il y a certainement un moyen de renforcer le label RGE. Est-ce que pour autant, vous ne pensez pas qu'en le renforçant, on n'arriverait pas au résultat inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque d'entreprises qui sont labellisées RGE, qui, beaucoup d'entre elles, préfèrent renoncer à être labellisées pour différentes raisons, parce que c'est compliqué. Et donc, j'entends ce que vous dites, qui va plutôt dans le bon sens, mais est-ce que ça ne serait pas de nature, finalement, à diminuer encore peut-être le nombre d'entreprises labellisées RGE, alors qu'on en a besoin, que le ministre de l'économie annonce pour 2025 une augmentation assez faramineuse du nombre d'entreprises RGE. Je ne sais pas si ça se produira. Donc voilà, c'est un petit peu la difficulté de trouver un équilibre. Certainement, c'est quelque chose qui doit s'étudier, se concerter. Certainement que la formation initiale est très importante. Oui. Peut-être que les entreprises doivent être aidées dans cette formation initiale. Et effectivement, une fois qu'on a le label, il faut le mériter. Donc oui, il y a certainement une difficulté là-dessus, mais ça doit pouvoir se traiter par un accompagnement et peut-être des aides, du coup, pour permettre aux entreprises d'arriver en qualité. Et de toute façon, ce qu'on se dit, même si on n'est pas dans le domaine de la fraude, on a quand même tout intérêt à avoir des artisans qui soient bien formés. Et puis ça peut créer aussi beaucoup d'emplois, finalement. Donc il faut arriver peut-être à vraiment le construire comme une filière, en fait, une filière d'excellence. Et peut-être juste pour finir sur ce sujet des contrôles, là où ça serait très vertueux de fonctionner comme ça sur RGE, c'est que ça permettrait derrière de diminuer les contrôles a posteriori qui sont faits sur les chantiers C2E, qui sont de plus en plus nombreux, qui présentent un certain coût et qui sont aujourd'hui le palliatif qu'on a tous trouvé ensemble pour effectivement compenser peut-être la façon dont RGE est trop facilement donnée. Alors, monsieur le rapporteur, c'était juste le complément sur les contrats de performance énergétique, là, du coup, sur comment on intègre en fait la consommation, enfin, en tout cas l'usage des particuliers. Alors, sur les particuliers, on commence à réfléchir à des systèmes incitatifs. Donc, on n'est pas encore à des contrats de performance énergétique, mais ça a été finalement une des grandes conséquences de la période compliquée qu'on a tous vécue en 2022 dans le domaine de l'énergie. Il y a eu tout un discours très important à la fois des pouvoirs publics et des grands groupes de l'énergie pour inciter à la sobriété. Et on a tous été amenés à se dire comment on va utiliser le fait que nous ayons maintenant des compteurs communicants, notamment en électricité, qui sont très précis, de façon à permettre finalement à nos clients d'avoir beaucoup plus conscience des quantités d'énergie qu'ils consomment, et derrière de leur donner la possibilité, finalement, n'en ayant plus conscience, de réduire leur consommation. Donc on a réfléchi à des systèmes, et ce qui marche très bien après un an de crise, on l'a vu, c'est des systèmes où on met à disposition des clients donc, du digital dans des applications, où on leur dit, voilà, si vous arrivez sur cette journée-là, qui va être une journée particulièrement tendue, par exemple pour le réseau électrique, à consommer tant de % de moins, vous aurez un bonus en fait. Et on est plusieurs fournisseurs à l'avoir fait. Comme c'était en test, chez nous, on n'avait pas fait énormément de communication. On a 400 000 clients qui se sont inscrits, rien qu'en ayant la notification sur l'espace client. Et ce qui les intéressait, c'était l'aspect, évidemment, incitation, j'ai intérêt à le faire. Et puis l'aspect, je suis guidée. Donc 2 jours avant, ils avaient effectivement dans leur application un message en disant, voilà votre objectif, vous pouvez le faire en décalant votre machine à laver, ne pas mettre votre sèche-linge, en donner un certain nombre d'exemples. Et en fait, ça a très très bien fonctionné.
Et les clients qui ont participé à ça ont consommé en moyenne 8% de moins que les clients qui ne participaient pas. Donc ce que ça nous a montré, c'est une première piste, c'est qu'il faut qu'au niveau des fournisseurs, en tout cas, on travaille sur des systèmes incitatifs. Ça passera comme ça, probablement dans un premier temps, sur les clients particuliers. En fait, c'est la meilleure façon de les intéresser. Et l'aspect facilité aussi. J'en profite pour compléter, parce que c'est vrai que c'est le point commun qui vient d'être évoqué avec les contrats de performance énergétique du monde plus collectif. Le monde collectif, l'intérêt d'un contrat de performance énergétique, c'est, je le disais tout à l'heure, vous étiez à 100, on fait des travaux, des changements, etc. divers, et hop, on passe à 60. C'est bien de passer à 60, mais il faut y rester. Et c'est le risque classique qu'on a dans ces trucs-là. Et donc le contrat de performance énergétique permet de mesurer cette partie, mais aussi de mettre en place dans la durée un dispositif de dialogue, d'information vis-à-vis des occupants qui nous aide justement à rester efficace dans la durée. Parce que le deuxième risque, objectivement, de beaucoup de rénovations, c'est en fait que voilà, ça ne dure malheureusement qu'un temps. Et il ne faudrait pas qu'on creuse non plus trop fort parce qu'on sait qu'à l'avance, on va remonter. Alors, je crois qu'il y avait Philippe Folliot qui voulait poser une question. Oui, excusez-moi, juste. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Madame, Messieurs, l'Union européenne, dans le cadre de ce qu'on appelle la taxonomie, si ma mémoire ne me fait pas défaut, a considéré que le nucléaire, donc l'électricité, mais aussi le gaz, étaient considérés comme des énergies écologique de transition, pour reprendre la terminologie par rapport à cela. Parallèlement, il a été décidé qu'il y aurait un programme de remplacement de toutes les chaudières à gaz par des chaudières, par des systèmes électriques, et en tout état de cause, essayer de sortir le gaz en la matière. Et donc ma question est simple, c'est que quelle est votre position sur ce remplacement, j'allais dire quasi systématique, des chaudières à gaz? Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait un système de mix énergétique aussi peut-être par rapport à cela, ou d'avoir des chaudières à gaz peut-être plus performantes que celles que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des éléments de degré et de niveau de performance par rapport à ces types de chaudières? Donc voilà, en fait, de manière sous-jacente se pose la question du tout électrique derrière tout cela, et des conséquences que ça peut avoir, parce que même si on va faire des travaux pour améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, à un moment donné, il faut amener de l'énergie. Et c'est savoir quelle énergie. Est-ce que ce sera une, plusieurs, et dans quel cadre et comment? Non, mais vous avez parfaitement raison, parce que quelque part derrière la question, j'entendais un peu la réponse, pour dire qu'il n'y a pas une seule énergie qui fera le système énergétique de demain. C'est une absurdité complète, tout pour des raisons très simples et techniques. Et vous parlez des chaudières gaz. Si on devait supprimer toutes les chaudières gaz qui arrivent à expiration d'ici 2030, il faudrait qu'on augmente la capacité de production d'électricité en pointe de 20 gigawatts. C'est très EPR. Je ne pense pas qu'on soit en état de le faire. Donc c'est juste à l'échelle du système, pas possible, mais à l'échelle des maisons et des habitats collectifs, ça n'est pas non plus possible. Ah oui, pour une raison toute simple, c'est que les pompes à chaleur, elles fonctionnent bien jusqu'à un certain niveau de température. Puis si vous tombez en dessous, elles ne fonctionnent plus très très mal. Et donc, il faut quelque chose qui permette d'amener un niveau de température supérieur. Ça s'appelle, en l'occurrence, par exemple, des chaudières à gaz. Et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème dès lors que leur utilisation diminue de manière très importante, mais ça vient en complément. Je suis absolument convaincu qu'à l'échelle du système national, tout comme c'est le cas à l'échelle d'une ville, d'un réseau de chaleur, voire même d'un bâtiment, c'est une mixité de vecteurs énergétiques qui est la solution optimum. Et c'est bien comme ça qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, on fait beaucoup, nous, d'efforts dans les réseaux, je reviens sur nos réseaux de chaleur ou de froid, pour diversifier le mix énergétique. Et nos techniciens,
qui avant faisaient fonctionner, je dirais, une chaudière à fioul, par exemple. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'ils aient dans leur installation 4, 5 ou 6 sources énergétiques différentes que l'on met dans une logique de priorisation, de merit order, on appelle ça, en disant on va d'abord faire fonctionner la biomasse parce que c'est le plus efficace, et puis il ne faut pas que ça bouge, donc la biomasse c'est le socle, et puis après on va récupérer l'énergie sur la station d'épuration des eaux parce que voilà, c'est quasiment gratuit, mais c'est pas tout le temps parce qu'il y a des flux, et puis on va combler le trou ou gérer la pointe avec du gaz. À la fin le gaz c'est 10, 15, 20%, beaucoup moins qu'avant, mais ça s'inscrit dans un système énergétique qui se veut décarboné au maximum, malgré tout, qui est efficace, parce que le client, il attend aussi l'énergie quand il en a besoin. Y a-t-il d'autres questions de la part de nos collègues? Monsieur le rapporteur, non? Ça ira, pardon. Eh bien, écoutez, madame, monsieur, merci beaucoup de vos interventions et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci.